Donc, bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire qui portera sur l'automatisation de la veille stratégique en utilisant le no-code et l'IA. Et aujourd'hui, je suis ravie d'être en compagnie d'Emmanuel Corr, qui va se présenter tout à l'heure comme moi. Et en fait, on voulait faire ce webinaire depuis un petit moment parce que on est assez complémentaires. Donc, Emmanuel travaille sur la veille stratégique et moi, je suis plus dans la partie automatisation de flux de veille en utilisant des outils de no-code et d'IA générative. Donc, on a déjà collaboré ensemble sur des projets liés à la veille automatisée. Donc, c'était naturel en fait d'unir nos forces et nos connaissances. Donc, comme je disais, vous pourrez tout à l'heure et même pendant qu'on est en train de présenter, poser vos questions au fur et à mesure du webinaire et on prendra 10 à 15 minutes à la fin pour répondre à vos questions. Donc, je vais commencer en présentant donc le sujet. Je vais partager mon écran, bien évidemment, et, et je vais pouvoir me présenter, parce que je sais qu'il y a des gens qui me connaissent et d'autres qui me connaissent un peu moins. Donc, je suis Iman Moustakir. J'ai plus de 6 ans d'expérience en tant que responsable marketing dans le secteur de la tech. Je suis formatrice en IA générative depuis 2 ans auprès d'entreprises, de dirigeants et je fais aussi des formations en école de commerce. Et j'accompagne aussi les organisations sur tout ce qui va être automatisation de processus métier avec l'outil Make. En fait, ça va être que ce soit sur la veille automatisée, que ce soit sur la partie donc automatisation des emails ou en fait le fait de créer du contenu de façon automatisée en utilisant le no-code pour publier directement sur les réseaux sociaux. Donc la partie automatisation, je la maîtrise. Et ensuite, on va pouvoir enchaîner. Donc, je suis aussi la créatrice de la newsletter Chronique de l'IA. Certaines d'entre vous sont venus par ce biais. Et cette newsletter, elle a été créée depuis plus d'un an et demi et maintenant, j'ai plus de 2300 lecteurs, donc je suis très heureuse. Et on va pouvoir continuer sur la présentation d'Emmanuel. Bonjour à tous, bonjour Iman. Bonjour. Merci pour cette introduction. Donc Emmanuel Corr, moi je suis dirigeant d'une société de conseil qui s'appelle Movimaker, spécialisée dans l'innovation technologique. Et du coup, on fait beaucoup de relations avec la veille stratégique aujourd'hui, parce qu'en fait, quand on innove, naturellement, on va creuser tout un tas de sujets dans un environnement qui est encore un peu flou pour les entreprises. Pour autant, il faut s'organiser. Donc moi, j'ai un certain nombre d'expériences dans l'industrie automobile, dans la high-tech, dans des directions R&D. J'ai été fondateur d'une jeune entreprise innovante. Je manage aujourd'hui des projets à des envergures internationales ou pour des différents types de sociétés, que ce soit des startups, des PME ou des grands groupes. Et j'interviens aussi à Mines Télécom Atlantique, l'IMT Atlantique. Merci, je laisse la main à Ivan. Alors, je peux enchaîner et après tu continueras sur la partie. Donc, en fait, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de l'importance de la veille stratégique. Donc, vraiment comprendre ce que apporte la veille dans un monde aussi incertain et volatile que le nôtre. On va avoir aussi, essayer de comprendre quels sont les fondamentaux de la veille, donc explorer les bénéfices clés et les différentes formes de veille existantes. On va pouvoir aussi présenter les étapes clés pour faire une bonne veille et voir ensemble quels sont les obstacles qui sont souvent rencontrés. On va voir toute une partie avec des cas d'usage précis et concrets via l'automatisation no-code. Donc, comment utiliser le no-code et l'IA générative pour optimiser la collecte et l'analyse d'informations pour de la veille. Et on va voir donc, comme je disais, la veille automatisée en action avec des démos. Puis, on va finir sur l'IA au service de la veille en parlant de l'avenir. Alors, je laisse Emmanuel continuer en partageant bien sûr son écran.
Alors, du coup, Donc, on va continuer sur la veille stratégique, comment transformer l'incertitude en opportunité. Et c'est bon. Oui, donc c'est la slide. ok, j'avance. Très bien. Tac, et c'est parti. Et donc, quand on parle de veille stratégique, en fait, pourquoi on parle de veille stratégique aujourd'hui? En fait, c'est parce que l'entreprise subit plein d'incertitudes en permanence dans son environnement. Ça peut être des problématiques de matières premières, ça peut être des problématiques réglementaires, des problématiques de concurrence, des problématiques de géopolitique. Finalement, aujourd'hui, l'entreprise subit un environnement qui est de plus en plus hostile, où elle a de moins en moins de visibilité. Et la veille stratégique est vraiment là pour ça. Elle est là pour avoir une vision la plus éclairée possible, quelle que soit la situation, de manière à ce qu'elle puisse prendre des décisions éclairées. Donc, menace, opportunité, finalement, la veille stratégique, c'est un peu les deux. En cherchant, on trouve parfois des concurrents, mais on trouve aussi, parfois et souvent, des partenaires. Et du coup, la veille stratégique est là aussi pour ça, c'est-à-dire que, au-delà du fait qu'on va surveiller en permanence un environnement, on va aussi capter un certain nombre d'opportunités dans un certain nombre de domaines. On va les voir à suivre. Donc, en chiffres, très rapidement, en fait, on consacre plus de 20% de notre temps, en moyenne, à la recherche d'informations. On sait aussi que les entreprises qui ont mis en place des stratégies de veille surperforment de manière générale, c'est-à-dire qu'elles vont augmenter leur chiffre d'affaires, augmenter leur marge, tout simplement, elles vont encore mieux se différencier. Et une chose est sûre, c'est que la quantité d'informations présentes sur le web est de plus en plus importante. On l'estime à 4500% d'ici 2045. Je pense que ces données-là vont aussi servir, bien sûr, à l'IA. Mais en attendant, une chose est sûre aussi, c'est que les moteurs de recherche basés sur l'IA nous permettent aujourd'hui d'augmenter de manière significative la pertinence des résultats qu'on peut avoir. Et deux choses importantes à savoir, une majorité d'entreprises n'ont pas mis en place de stratégie de veille et n'ont pas de processus réellement établi, ce qui pose de vrais problèmes, et en particulier quand on fait de l'innovation, domaine dans lequel je navigue tous les jours, en fait, c'est un des principaux défauts et c'est des causes d'échec assez régulières, un manque de veille sur sur de la technologie, sur du marché, sur de la protection industrielle. On va le voir un peu plus loin. Et donc, pourquoi mettre en place une veille stratégique? Ben, tout simplement, déjà, c'est surveiller son environnement. Donc, souvent, son environnement se limite à celui qu'on connaît bien. Si je demande à un directeur commercial, est-ce que tu connais bien ton environnement? Est-ce que tu connais bien tes concurrents? Évidemment qu'il va me dire, mais évidemment, oui, c'est mon métier de tous les jours. Je le sais, je sais qui adresse ce marché-là et comment, mais pour autant, il va pas systématiquement détecter les nouveaux entrants et tous les signaux faibles qui peuvent arriver sur son marché. C'est aussi identifier, comme on disait tout à l'heure, des opportunités, des menaces évidemment. Souvent, quand on fait une collecte d'informations sur une thématique donnée, on va récupérer de la matière et ce résultat est plutôt, dans une première approche, menaçant. Mais en fait, quand on creuse un peu, on se rend compte que de cette menace, on peut facilement la transporter, la transposer en opportunité, et c'est ce qu'on va voir un peu plus tard. Et du coup, une fois qu'on a surveillé son marché, une fois qu'on a mis en place quelque chose qui fonctionne bien, on peut identifier effectivement les menaces et les opportunités, et on va alimenter notre système de décision, et c'est là où c'est le plus important. Prendre des décisions avec une vision éclairée, c'est extrêmement important pour continuer la stratégie de l'entreprise. Donc, si on prend les bénéfices clés de la veille stratégique, c'est déjà, un, si je vais à la guerre, je la prépare, donc par conséquent, je prépare ma défense. Si je vois une menace sur le marché, si je vois par exemple
un de mes concurrents, un de mes clients qui a détecté un nouveau entrant sur un marché, par exemple, un nouvel entrant asiatique qui vient sur un marché qui était jusqu'à aujourd'hui assez protégé. Cette personne-là, mon client, a envie de tester ce nouvel entrant. Et vous, comment vous allez faire pour détecter, si vous n'avez pas détecté cette personne-là, si vous n'avez pas détecté cette menace, vous allez arriver vers votre client et c'est votre client qui va vous fournir cet élément de veille. Et ça, c'est assez dramatique, mais ça arrive régulièrement. Donc la défense, préparer sa défense, c'est essentiel. Anticiper, évidemment, et réagir, donc ne pas faire l'inverse. Réagir au dernier moment, ben, c'est en général trop tard et détecter effectivement les signaux faibles parce que, eh bien, grâce à une stratégie assez minutieuse, on va pouvoir récupérer de l'information pertinente. Une fois qu'on a collecté tout ça, qu'on a collecté ces informations fiables, on va aller vers de l'analyse et on va aller voir aussi ce que veulent réellement les clients et on va construire autour de ça une stratégie de veille. Donc, de quel type de veille parle-t-on? Eh bien, on va parler bien sûr de veille marché et concurrentielle. On va parler de veille technologique. On va parler de veille réglementaire et juridique. On va parler de veille en protection industrielle. On va parler de veille réputationnelle pour certains cas. On va parler aussi de veille sectorielle et métier. À vrai dire, on peut imaginer plein de veilles différentes. En fait, ce qui est important, c'est de bien définir son périmètre. Qu'est-ce qu'on a réellement besoin? Pourquoi on va aller chercher ce type d'information? Et comment on va mettre en place ce processus. Donc, finalement, une stratégie de veille opérationnelle, c'est quoi? C'est une stratégie qui s'intègre dans un process opérationnel qui doit être pratiquement intégré à la procédure à un processus qualité. Je m'explique. Vous avez l'ISO 9001 aujourd'hui. Vous avez aussi l'ISO 56001 qui concerne par exemple le management de l'innovation, qui vous impose finalement de mettre en place des processus de veille lorsque vous êtes dans un processus d'innovation. Il n'est pas question d'aller à la guerre sans avoir préparé ses armes. Pour le coup, l'outil de veille stratégique est essentiel afin de pouvoir trouver les informations sur son marché, les informations sur une technologie, connaître la protection industrielle qui est déjà des brevets qui sont déposés dans son marché, connaître les problématiques réglementaires et tous les verrous réglementaires qu'il pourrait y avoir avant de lancer telle ou telle solution. Cet ensemble de processus doit être cadré et doit être inculqué dans la culture de l'entreprise afin qu'elle ne soit pas ponctuelle, mais qu'elle soit systématique et continue. Donc, si on parle de processus de veille, on va d'abord commencer par définir les objectifs. Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on veut? Quelles sont les attentes de notre société? Quelles sont les attentes de nos clients? Et comment on va articuler tout ça? On va définir un périmètre. Un périmètre, ça peut être quel type de veille? Ça peut être un périmètre géographique. On va définir aussi les mots-clés qui régissent, sur lesquels on va aller capter de l'information. Donc, on parle de stratégie de mots-clés. On parle aussi de prompt aujourd'hui avec l'IA. Et on va essayer de trouver le juste milieu entre les deux. On va sélectionner les sources et les outils. Sur quelle base d'information je vais les chercher? Est-ce que je vais sur tel ou tel site? Est-ce que je vais sur un bouquet de sources que j'ai sélectionné? Est-ce que je vais sur un moteur de recherche basé sur l'IA comme Perplexity, Mistral ou ChatGPT? Est-ce que je vais chercher de l'information dans des sites de référence qui sont des fédérations de métiers, des institutions? Voilà. Donc, on va chercher ces sources, on va chercher ces outils. Les outils de recherche, aujourd'hui, il y a pléthore de solutions qui existent sur le marché. Des solutions métiers, des solutions parfois très poussées, qui ont mérite d'exister et qu'il faut continuer d'utiliser, mais qui sont aussi bousculées par tous les outils IA qui arrivent sur le marché. Et on verra avec Iman ce qu'on peut faire sans y dépenser trop d'argent et en allant extrêmement vite, tout en gagnant en pertinence. L'idée aussi, une fois qu'on a collecté ces informations, c'est de valider la fiabilité et la pertinence de ces informations. Ça, c'est essentiel. C'est de fixer un rythme et les destinataires. Il n'est pas question de balancer tout un tas d'informations. Tiens, pour info, je t'envoie ça. Tiens, ça serait intéressant que tu regardes ça, etc. On fait
l'obésité informationnelle aujourd'hui. Donc, il faut vraiment sélectionner l'information la plus pertinente au destinataire. Et on va fixer un rythme. On ne va pas balancer de l'information tous les jours. Ça peut être une fois par semaine, ça peut être une fois par mois. Ça dépend tout à fait dans quel rythme on s'est inscrit ou dans quel besoin on a. Et enfin, on va organiser, synthétiser, diffuser l'information et on va vérifier aussi, comme dans tout processus qualité, réellement si c'est opérationnel ou pas. Si on envoie de l'information qui n'est pas pertinente, si on n'a pas sélectionné son bon destinataire ou si on emmène trop d'informations, eh bien là, on peut se poser la question de savoir si c'est efficace ou pas. Très bien. Merci beaucoup, Emmanuel. Je vais continuer. Je vais pouvoir partager mon écran. Alors, donc, comme l'a très bien expliqué Emmanuel, la veille stratégique est très importante pour les entreprises pour plusieurs raisons, mais encore faut-il le faire correctement et parce qu'en fait, il y a pas mal de difficultés. La première, c'est que les processus manuels sont souvent chronophages. Donc, le fait de collecter, d'analyser les informations, ça repose trop souvent sur les interventions humaines et ça peut prendre beaucoup plus de temps et ça peut bien sûr contenir des erreurs. Emmanuel en parlait aussi, c'est la surcharge d'informations et le bruit. Donc, on va avoir un volume colossal de données qui va rendre difficile en fait le fait d'identifier des signaux pertinents et ça va risquer de noyer les insights intéressants qu'on peut récupérer. Euh, on va être plutôt dans la réactivité que dans l'anticipation parce que comme on va recevoir énormément de résultats qui peuvent arriver assez tard, en fait, on va être plus dans la réaction et réellement dans l'anticipation stratégique qui va être vraiment pertinente pour l'entreprise. Il y a aussi un souci de diffusion pardon, de fragmenter de l'information. Donc, on va avoir de la difficulté à analyser à partager les analyses de manière fluide. Et ça va entraver justement la prise de décision collaborative entre plusieurs personnes dans une entreprise. On va avoir aussi des outils multiples, ce qui va faire que le coût va augmenter et la complexité aussi. Donc, le fait d'utiliser plusieurs outils va générer justement cette complexité. Donc, pourquoi aujourd'hui on vous parle d'automatisation de la veille stratégique? Tout d'abord parce qu'on peut avoir une collecte continue. On peut en fait assurer un flux constant et ininterrompu d'informations pertinentes. On peut choisir de recevoir, je vous montrerai tout à l'heure à travers des cas pratiques, le fait de recevoir en fait un résumé de veille, que ce soit de façon quotidienne, hebdomadaire, bimensuelle, mensuelle, ça dépend de vos besoins, qui sera en fait rédigé de la bonne façon et avec vos propres filtres et avec vos propres besoins de veille. Vous allez avoir, j'en parlais, donc des résumés avec des données collectées, un filtrage, j'en parlais aussi, pour éliminer vraiment le bruit et ce qui ne vous intéresse pas. Une diffusion automatique, donc vous allez pouvoir diffuser ces informations soit via vos réseaux sociaux, soit en fait vous pouvez les recevoir directement sur vos outils internes et je vais vous montrer tout à l'heure que vous pouvez les recevoir par exemple via Discord ou Slack par exemple. On va avoir aussi un alignement décisionnel, c'est-à-dire qu'on va garantir une meilleure coordination et des décisions qui seront unifiées entre les différents services, par exemple, d'une entreprise. Donc, l'objectif, c'est vraiment de passer d'une veille à la main à quelque chose qui va être proactif et industrialisé, automatisé. Bien sûr, l'objectif, c'est pas que ça tourne par lui-même et qu'on l'oublie. Bien sûr, il faut de temps en temps revoir les éléments les plus pertinents, peut-être modifier les prompts, etc. Mais vraiment, déjà, on passe à un cran au-dessus et on gagne énormément de temps avec cette automatisation. Il y a certaines personnes d'entre vous qui connaissent déjà le no-code, mais pour celles qui ne connaissent pas, en fait, c'est une approche qui est innovante, qui va permettre de construire des applications, des automatisations et des flux de travail complexes sans écrire des lignes de code ou alors vraiment le minimum de lignes de code. Et cette méthode, en fait, va s'appuyer sur des interfaces visuelles, où on va avoir une logique et des connexions entre services via leur API, qui seront établies via des scénarios, des blocs
prédéfinis. On a en fait plusieurs outils sur le marché. Les plus connus sont Make, Zapier, Notion, N8N, Airtable ou Bubble. Et en fait, ils illustrent vraiment cette révolution. Donc, je parlais des outils. En fait, on a plusieurs outils, mais souvent, les gens ne savent pas vraiment quels sont les meilleurs, quelles sont les différences. Donc, l'objectif, justement, c'est de vous présenter les trois plus gros outils les plus connus. Donc, on a Zapier, qui est simple et facile à prendre en main. Donc, il est assez intéressant pour connecter des applications et automatiser des tâches de base, mais en fait, il peut être assez limité si on veut vraiment des workflows complexes et des intégrations profondes. Et en fait, il va être plus ciblé pour les grandes entreprises parce qu'il va coûter quand même plus cher. On va avoir aussi N8N, qui est une solution open source très flexible et qui va permettre une personnalisation avancée. Par contre, en fait, il va s'adresser davantage aux utilisateurs qui ont vraiment des connaissances techniques très poussées. Mais en fait, il va quand même garantir une autonomie totale et des possibilités d'intégration étendues. On va avoir Make, qui est une plateforme visuelle et modulaire européenne qui va offrir en fait une grande flexibilité pour construire des scénarios d'automatisation complexes et personnalisés. Et justement, on a choisi de vous parler de veille automatisée via cet outil parce que on considère que c'est le plus intéressant pour vous. Donc pourquoi make.com? Parce que il va nous donner la possibilité de faire des scénarios visuels et illimités. Donc créer des workflows complexes et personnalisés grâce à une interface en fait assez simple avec du glisser-déposer intuitif. On va avoir des connecteurs IA natifs, donc on va pouvoir le connecter à des outils d'IA génératifs comme ChatGPT, Mistral, Perplexity, etc. On va pouvoir maîtriser les flux de données. Ça aussi, je vais vous montrer concrètement à quoi ça ressemble. On va avoir une infrastructure qui est globalement assez robuste, qui est fiable et capable de gérer des volumes importants de données et d'opérations. Bien sûr, ça a un coût et on va en parler aussi tout à l'heure. Vous allez pouvoir nous poser vos questions là-dessus. En fait, on va avoir un très bon rapport puissance-simplicité en obtenant en fait des automatisations avec une courbe d'apprentissage assez accessible. Donc, une fois que vous êtes formé dessus, en général, vous allez pouvoir comprendre comment ça fonctionne. En fait, dès que vous comprenez la logique derrière, normalement, vous pouvez faire les automatisations. Bien sûr, c'est un travail de longue haleine. C'est pour ça aussi qu'on est là aujourd'hui pour vous parler des automatisations. Donc, on va avoir des cas d'usage de veille automatisée que je vais vous présenter. Le premier, en fait, ça va être via des flux RSS et des outils d'IA générative. L'objectif, en fait, ça va être de récupérer automatiquement des actualités pour les analyser et obtenir des résumés clairs que vous pourrez recevoir directement sur votre boîte mail. Donc, le plus gros bénéfice, c'est que la veille peut être continue, structurée et lisible sans grand effort. Alors, je vais vous montrer en quoi ça consiste exactement. Donc, par exemple, on va avoir cette automatisation que j'ai réalisée justement en utilisant le flux RSS du site Le Journal des entreprises, qui ressemble à ceci. Donc, on va avoir plusieurs brèves, euh, plusieurs actualités. On va demander à Make de nous proposer maximum 5 articles. Ensuite, ça c'est plus la partie technique, donc c'est en fait pour avoir l'article complet, on va le rendre en mode texte parce qu'il était en mode HTML. Ensuite, on va aller sur ChatGPT, on va introduire donc un prompt qui va être précis. On va lui dire, tu es un assistant de veille, tu résumes des articles en 3 phrases claires sans inventer. Ensuite, on va intégrer donc les variables qui viennent bien sûr du flux RSS avec le titre, le lien, le texte et bien sûr lui demander de faire un résumé concis et d'ajouter 3 mots-clés. Ça, c'est important. Ensuite, on va agréger toutes les informations parce que sur Make, en fait, on va recevoir information par information et nous, on va tout agréger pour recevoir un résumé avec les actualités qu'on souhaite. Donc, ici, on va aller dans flux RSS, on va lui demander
de sélectionner nous-mêmes quels sont les articles qu'on souhaite avoir. Donc, par exemple, il y a plusieurs articles qui sont remontés de la date d'aujourd'hui, de la date d'hier, etc. Donc, par exemple, nous, on veut à partir de sur la Commission européenne. Donc, on va faire Save, on va faire Run Once, et ensuite, normalement, on va recevoir. Bon, ça marche pas, mais j'ai déjà des exemples ici. Alors, je retrouve les exemples. On va avoir donc ici deux articles qui nous a retournés sur la Commission européenne qui demande des comptes à Chine, avec le site et avec le résumé et les mots-clés. Pareil pour l'autre article. Donc juste pour info, si ça marche pas, c'est parce que j'ai atteint la limite sur OpenAI. Donc ça, c'est quelque chose que je peux modifier moi-même et parce qu'en fait, on fait des appels API avec ChatGPT et à un moment donné, on a une limite. Voilà, ensuite on va enchaîner sur la suite. On va avoir un autre scénario flux RSS, mais cette fois-ci avec Mistral. Pourquoi on a fait ça? Parce que pour vous montrer justement qu'on peut faire de la veille en utilisant des outils américains, mais aussi des outils français, européens. Ça dépend de quelles sont vos priorités en termes de protection de données, etc. Donc, c'est possible, parce qu'on parle souvent de ChatGPT, mais c'est possible aussi d'automatiser en utilisant Mistral. Donc c'est le même fonctionnement, c'est juste que ici on va rentrer les informations via l'API de Mistral et on va recevoir un mail, un résumé avec tout qui est mis en forme correctement. Alors, normalement ici, par exemple ici, donc c'est les deux articles via Mistral, juste pour vous montrer que ça fonctionne exactement de la même manière. Ça dépend de quel outil vous souhaitez faire. On va avoir aussi un cas en utilisant Perplexity AI. En fait, l'objectif, c'est d'interroger cet outil pour extraire les actualités les plus pertinentes sur un sujet donné. Et le bénéfice, ça va être que la recherche sera enrichie et contextualisée et précise aussi. Donc, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Donc, on va avoir, tout d'abord, on va commencer par Perplexity, le module Perplexity. On va mettre un prompt où on va demander à Perplexity que c'est un assistant de veille spécialisé en innovation industrielle. Ça peut être n'importe quel sujet. Là, c'est l'innovation industrielle. On va lui demander de répondre en français de façon concise avec des puces et des sources. On va lui demander de récupérer deux articles, ça peut être trois, ça peut être quatre, de vérifier les sources, parce que ça c'est important, qui proviennent de médias crédibles. Pour chaque article sélectionné, d'extraire et de présenter les informations selon un format donné, etc., etc. Donc, comme vous pouvez le voir, on peut déjà lui donner toutes les instructions. Ensuite, ça c'est un module qui permet d'avoir plusieurs articles qui arrivent directement sur un Google Sheet, sachant que ici, on va avoir tous les articles qui vont arriver. Et ensuite, on va pouvoir aller sur ChatGPT pour lui demander d'agir comme un analyste de presse et de rédiger un résumé clair et structuré d'un article donné, avec, encore une fois, les variables titre, point clé, lien, contenu de l'article. Et ici, si on va là, on va pouvoir voir justement qu'on a. Ça, c'est en HTML, mais l'objectif, c'est de vous montrer qu'on a reçu, par exemple, des articles directement qu'on a pu ajouter au Google Sheet. Donc, si on a, par exemple, la semaine de l'industrie 2025, on a la deuxième édition du Tour de France de nos industries. Donc, ça reste sur le sujet de l'innovation industrielle. On va avoir les points clés, la source URL pour aller directement sur le site. Et quand on va directement dessus, bah, ça, c'est le mail qu'on a reçu avec les informations via Perplexity et en utilisant Make directement, donc le titre, le lien, le résumé. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est quand même assez puissant et on peut le modifier comme on le souhaite, sachant que sur l'exemple que je vous ai montré, en fait,
J'en ai pas parlé, mais on peut filtrer les dernières actualités. Par exemple, on peut dire, voilà, je veux les actualités qui datent de moins de 15 jours. Comme ça, en fait, tout de suite, il ne nous donne pas des informations qui datent de, par exemple, il y a un an ou quoi. On est vraiment précis sur les dates. Donc, à savoir qu'on peut filtrer sur les catégories, les sujets que vous souhaitez. Ça peut être dire, voilà, je veux des sujets vraiment sur l'innovation qui touche, qui vient, par exemple, d'un pays tel ou d'un autre pays, etc. Donc, on peut vraiment filtrer comme on le souhaite. Je vais enchaîner sur le dernier cas que je vais vous présenter et après je laisse Emmanuel présenter le dernier. Donc la partie Google Sheet en utilisant encore une fois Perplexity et ChatGPT. Donc l'objectif, ça va être en fait de centraliser manuellement nous-mêmes ou en équipe les sites à surveiller, par exemple ou les sujets à surveiller. Et le bénéfice, ça va être que ça va être vraiment flexible et on va pouvoir piloter tout ça via cette veille automatisée. Donc, un exemple concret, le scénario est beaucoup plus impressionnant, mais restez avec moi. Donc, ici, on va avoir le document Google Sheet avec donc le sujet donc, ça peut être l'industrie, l'IoT, etc., mais ça peut être vos sujets à vous, bien sûr. À quel point ce sujet, on veut qu'il soit récent, donc les dernières 72 heures, les dernières 48 heures, etc. La région, les mots-clés qu'on souhaite avoir, donc énergie, efficacité, les mots-clés qu'on ne veut pas avoir. Et on va aller sur le scénario, j'arrive. Alors, c'est pas celui-là. Je me suis un peu perdue. Tac, tac. Voilà. Donc, comme je vous disais, on va récupérer les informations du Google Sheet avec chacune des informations. On va aller sur Perplexity encore une fois. On va lui dire, tu es un assistant de veille. Ton objectif, c'est de retourner uniquement des articles récents et fiables publiés dans les dernières. Et là, on met la variable, ça peut être 48 heures, 72 heures, etc. Le thème avec le topic, etc. La région. Les exigences, on veut que les sources soient crédibles et d'exclure les contenus douteux, etc. Et on lui donne le format. Ça, c'est vraiment une partie technique. On veut rendre ça sous le format JSON, par exemple. Ensuite, on va enchaîner et en fait, l'objectif, c'est vraiment d'éviter les doublons. Et c'est là ce qu'on va faire ici avec ce module qui s'appelle routeur. Par exemple, si on a un doublon, par exemple une actualité qu'on a déjà récupérée et qu'il la reconnaît, en fait, automatiquement, il fait plus rien. Il la rajoute pas au Google Sheet. Par contre, si c'est une nouvelle actualité, bah, il va pouvoir en fait l'ajouter directement au Google Sheet et voir avec ChatGPT auquel on va demander de générer un résumé à partir des informations qu'on a eues. Donc, je vais essayer de faire tourner, peut-être qu'il va me bloquer encore, mais je vous montrerai via le Google Sheet à quoi ça ressemble. Normalement, pour le moment, ça continue à fonctionner, donc c'est plutôt bon signe. Et l'objectif, justement, c'est de... Très bien, donc ça a fonctionné. On va aller sur la feuille 3 et on va voir en fait qu'il nous a récupéré cette actualité sur l'industrie européenne avec l'URL et avec la source, le résumé donc de l'article automatiquement ajouté, même une accroche LinkedIn si on veut faire un post dessus, les hashtags, le topic et la date d'ajout. Donc comme vous le voyez, en fait, tout est automatisable et tout est automatisé via ces scénarios. En fait, ça montre la puissance du no-code et de l'IA générative. Et on va pouvoir enchaîner sur un dernier scénario dont va vous parler Emmanuel. Merci, Iman. Oui, en fait, sur la question qu'on se pose souvent, en fait, ok, on va faire quand on va faire de la veille, on va faire de la veille, on choisit ses sources, comme on disait tout à l'heure. Donc, on parle systématiquement de l'Internet. Mais il n'y a pas que l'Internet, hein, il y a aussi tout ce que vous allez sourcer ailleurs sur des salons et sur toutes les rencontres que vous pourriez faire. Ce qui est important, en fait, c'est l'organisation. Une chose qui arrive très rapidement,
c'est les réseaux sociaux. Comment sourcer sur les réseaux sociaux? Aujourd'hui, on sait que certaines entreprises, par exemple, ne communiquent très peu sur leur site. Le site reste un site vitrine, rarement alimenté, de moins en moins d'ailleurs, pour un certain nombre. Et par contre, les réseaux sont, eux, extrêmement agiles. Si on prend l'exemple le plus professionnel, ce sera LinkedIn. Aujourd'hui, aller chercher de la donnée sur LinkedIn, c'est pas si simple que ça, parce qu'en fait, mon LinkedIn déjà verrouille un certain nombre d'accès à ces données. Et on peut aller forcer le système en faisant du scrapping, mais on est dans la limite du RGPD, etc. Et moi, je ne conseille pas. Je considère que ce qui est public est déjà exploitable. Et une des pistes pour sourcer sur LinkedIn, c'est de dire, je vais d'abord aller chercher les entreprises qui m'intéressent et je vais essayer de communiquer et je vais essayer de récupérer déjà tout le flux qui tourne autour de ces entreprises qui publient régulièrement. Donc, ce que les gens ne font pas systématiquement aujourd'hui, mais je vous invite à le faire, c'est de faire de la recherche booléenne directement dans le moteur de recherche de LinkedIn. C'est-à-dire que vous allez sur la barre de recherche de LinkedIn, vous allez taper par exemple hashtag, si vous voulez faire une recherche sur les gens qui font du reconditionnement de batterie, vous allez taper hashtag batterie and hashtag reconditionnement et vous allez avoir un certain nombre de résultats qui vont en sortir. Vous allez sélectionner dans les pages LinkedIn, vous allez sélectionner non pas des personnes, parce que là, vous allez toucher à des données qui sont personnelles, qui ne seront pas accessibles facilement, ou si vous avez des abonnements spécifiques avec LinkedIn, tant mieux, mais si vous ne les avez pas, ce ne sera pas public systématiquement. Donc, vous allez sur la page vraiment de l'entreprise, le feed, hein, vraiment de l'entreprise, vous prenez l'URL, vous copiez l'URL, vous le passez en flux RSS, vous l'intégrez dans un bouquet de sources, par exemple sur un Google Sheet. Vous allez lister toutes ces entreprises qui vous intéressent et ce sera, vous pouvez constituer un scénario uniquement lié à un domaine d'activité particulier, sur LinkedIn en particulier. Et là, en l'occurrence, dans le scénario qui est présenté, ce bouquet de sources, vous le mettez à jour aussi régulièrement, ça ne vous empêchera pas. C'est pas la machine qui va faire le travail de recherche à votre place, hein. Enfin, il va faire la recherche automatisée, mais c'est pas lui qui va sélectionner les sources pour vous. C'est vous, votre métier c'est vous le connaisseur ou la connaisseuse qui vont sélectionner la partie qui vous intéresse et vous allez intégrer ces entreprises dans ce flux qui sera traité automatiquement par un scénario. Et là, par exemple, j'émets toutes les 2 semaines sur, par exemple, tout le sujet batterie et reconditionnement qui est publié sur LinkedIn dans les entreprises que j'ai sélectionnées. J'envoie un flux et je traite ce flux-là et j'envoie un message sur Slack à un certain nombre de destinataires qui sont, par exemple, un dirigeant d'entreprise, son directeur commercial, son directeur R&D, mais aussi des gens qui sont des ingés ou des techniciens qui travaillent dans ce domaine d'activité, de manière à ce qu'ils soient au courant des dernières informations émanant de ces entreprises. Donc, ça, c'est quelque chose que je conseille systématiquement aux gens, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez suivre des entreprises via leur flux RSS, mais certaines ne publient pratiquement plus sur le net, ou peu, et la majorité des communications, en tout cas la plus grosse masse d'informations aujourd'hui, est sur les réseaux sociaux, et donc il faut vraiment s'atteler aux réseaux sociaux et prendre ce qui est disponible à un instant T pour pouvoir l'automatiser. Et ça marche relativement bien. Voilà. Ouais, Je donc laisse. tu peux enchaîner sur cette partie-là. Ouais. Donc, ce qui est important en fait finalement, et je reviens un peu sur ce qu'on disait euh, tout à l'heure, c'est que finalement, automatiser, enfin faire de la veille, déjà, il faut que ça soit une culture d'entreprise, il faut que ce soit une volonté de la direction. Si on décide demain de mettre en place un processus de veille, eh bien, il faut que déjà on fasse des premières expérimentations et qu'on démontre à une direction, par exemple, que
l'info qui en résulte est pertinente et apporte énormément de qualité. Et ça, c'est un point hyper important. Et du coup, on sait qu'on passe beaucoup de temps dans la veille, autant l'automatiser et bien automatiser. Ça ne veut pas dire qu'on ne passera pas de temps au début pour définir ce périmètre-là, mais c'est hyper important que ce soit une volonté de la direction de dire, OK, on y va, on met des processus en place et on les automatise pour gagner du temps, pour éviter que je mette une personne spécifiquement à faire que ça dans l'entreprise. Il faut un minimum investir en temps effectivement au démarrage pour pouvoir bien définir tout ça, mais aussi investir un petit peu en outils numériques. Donc, comme le disait tout à l'heure Iman, elle a fait une belle démonstration d'ailleurs sur la limite. Elle a- on arrive à un moment donné où on a tant de tokens qui sont proposés par un moteur, par un connecteur. Si on dépasse ce nombre de tokens dans le mois, ben, hop, il s'arrête. Ça, c'est un peu la limite des systèmes. On peut largement y remédier en payant un peu plus. Donc, quand on verra un petit peu, on discutera un petit peu de ce coût, mais on additionne quelques coûts, mais on est souvent, on a un rapport de pratiquement 10 sur des outils de veille classiques qu'on retrouve sur le marché. Et enfin, former à minima les équipes. Donc, ce que disait Iman tout à l'heure, l'objectif, c'est de vous mettre dans le mouvement, de vous dire, OK, on définit, on met en place une stratégie, on définit les sources, on définit les destinataires, etc. On va faire vraiment un travail de fond pour bien cadrer. On lance des automatisations. Donc, nous, on a un certain nombre de scénarios qui tournent bien, qui sont très fonctionnels, qu'on va adapter vraiment à l'entreprise en fonction de ses besoins réels. Et ensuite, on fait des tests pour voir un peu la pertinence, etc., de tout ça. Et on forme les équipes, évidemment, pour qu'elles soient autonomes. L'objectif, c'est pas de revenir tous les mois pour vous expliquer ce qu'il faut faire, ce qu'il va corriger, etc. Il y a un minimum de connaissances à connaître, effectivement, dans les outils numériques. Donc, cette partie veille, enfin, cette partie formation est importante. Et ça permet quand même, globalement, moyennant un petit peu d'investissement au départ, de gagner énormément de temps. Voilà. Merci beaucoup, Emmanuel. Donc, comme tu le disais, en fait, la révolution de la veille automatisée par l'IA, c'est vraiment quelque chose à laquelle il faut s'intéresser. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait gagner un minimum de 50% de gain de temps en fait, sur la partie qui sera consacrée à la veille grâce à cette automatisation intelligente. En fait, en moyenne, on est autour de 3 à 4 heures de gagner par semaine sur la partie veille, donc c'est pas quelque chose de négligeable. On va avoir une augmentation de 30% des résultats pertinents grâce justement à cette automatisation par les algorithmes d'IA. Et on va avoir une réduction des coûts, Emmanuel en parlait aussi, par 3 sur les dépenses des logiciels grâce justement à ces solutions. Euh, on a montré tout à l'heure qu'on pouvait filtrer de façon ultra précise, justement pour éviter d'avoir du bruit informationnel et d'isoler les données qui nous intéressent vraiment, qui sont stratégiques. On va avoir aussi des synthèses et des traductions qui sont vraiment intéressantes avec justement une possibilité de diffuser à toute l'entreprise, à tous les services et une customisation qui va être facilitée justement grâce à ces automatisations et à ces scénarios modulaires. Donc on va enchaîner tout de suite après sur nos contacts. Donc, pour les personnes qui souhaitent nous contacter, donc voici nos contacts. Voici, par exemple, mon lien de prise de rendez-vous, celui de Emmanuel. Ma newsletter, certains sont déjà abonnés. Vous pouvez vous abonner. Vous pourrez nous contacter, par exemple, pour les personnes qui me connaissent, vous pouvez me contacter directement si vous souhaitez automatiser votre veille stratégique. Et pareil pour Emmanuel, bien sûr, sur la partie évaluation de veille stratégique. Si tu veux ajouter quelque chose, Emmanuel, vas-y. Non, on a plein d'exemples à vous montrer, on a plein de choses qui sont déjà fonctionnelles, donc effectivement, nos, nos- nos interventions sont totalement complémentaires et je vous invite par le biais de Iman ou moi-même de venir tester, de venir challenger un peu votre système, voir un peu comment il répond, est-ce qu'on peut y répondre facilement, est-ce qu'on a des solutions déjà qui peuvent s'appliquer rapidement. Franchement, ça vaut vraiment le coup d'y passer un peu de temps, de discuter un peu de cette
de votre problématique. Voilà, parce qu'on a pas mal avancé sur le sujet depuis un an et ça vaut le coup de partager les expériences. Super, merci beaucoup. Merci Emmanuel, j'ai été ravie de faire ce webinaire avec toi. Et surtout, merci à vous pour votre attention. Et donc, n'hésitez pas à nous poser des questions. Là, je vais regarder un petit peu parce que j'étais en train de partager l'écran. Je vais Alors, j'ai arrêter répondu à un là. certain nombre de questions. Ça marche, merci. Je sais pas. Alors, je vois, excusez-moi, j'essaie de les prendre dans la ligne. Ouais, Question pour Emmanuel. Appliquez-vous des principes d'éco-conception dans vos automatisations? Eh ben, c'est une bonne question. Euh, alors, oui, la première éco-conception qu'on peut faire de nos systèmes numériques, c'est déjà d'éviter l'obésité informationnelle, hein. Donc, du coup, au lieu de faire des requêtes, par exemple, toutes les semaines, peut-être qu'une requête par mois est suffisante. Et du coup, on peut limiter finalement de faire tourner d'éviter de faire tourner les scénarios trop souvent, parce que ça consomme de la donnée, ça fait marcher des data centers derrière. Et clairement, un des premiers trucs, c'est déjà être relativement light en termes de recherche. Moi, je préfère qu'on passe du temps à bien définir les choses auparavant, à bien cibler ce qu'on a besoin, à mettre à jour très régulièrement les sources et ensuite laisser l'automatisation fonctionner, mais avec, voilà, avec quelque chose qui est très opérationnel. Si c'est pour recommencer 3 fois l'opération parce qu'on n'a pas l'information qu'on veut, c'est dommage. Donc, justement, voilà, consacrons du temps à ça. Donc ça, c'est un des premiers trucs. Moi, ce que je vous invite aussi à faire attention, c'est aussi, bien sûr, à la partie souveraineté. Et effectivement, on fait marcher des IA. Bon, je ne vous cache pas, moi, je suis plutôt pro Mistral. Maintenant, Iman, elle maîtrise beaucoup plus ChatGPT. On a chacun, voilà. Un des premiers critères qu'on prend en compte, par exemple, est-ce que l'IA qu'on va utiliser répond à l'RGPD? Est-ce qu'elle répond à l'IA Act? Est-ce qu'elle va être compatible effectivement à toutes les nouvelles réglementations qui arrivent, là, Omnibus et compagnie? Donc ça, c'est des choses, je pense, qui sont importantes aujourd'hui. C'est que de la collecte de données, mais bon, voilà, tout ça, c'est important de bien le prendre en compte tant qu'on met pas trop d'informations personnelles dedans. Voilà. ouais. Merci Emmanuel. J'ai vu que tu avais répondu aux questions, donc c'est super. Et merci beaucoup pour les personnes. Alors, comment vous faites face à la multiplicité des sources que l'IA puisse tout screener? Ouais. Vas-y, Eman. Oui, alors la question c'est comment vous faites face à la multiplicité des sources pour que l'IA puisse tout screener. En fait, on va créer un scénario, on va pas rentrer trop dans la complexité, un scénario par source. Donc, comme je vous montrais tout à l'heure, si vous voulez plutôt faire un scénario pour avoir de la veille avec un flux RSS, bah, vous créez le scénario spécifique à ça. Si vous voulez utiliser plutôt Perplexity, bah, ça sera un scénario dédié, etc. Sachant que avec la version gratuite de Make, vous pouvez faire tourner 2 scénarios maximum et vous allez avoir une limitation en termes de tokens pour la partie API de, par exemple, OpenAI. Mais en fait, vous allez pouvoir avoir des offres justement autour de 10 euros, il me semble, pour Make et vous aurez jusqu'à 10 000, je me rappelle plus exactement, mais c'est vraiment, vous allez avoir une possibilité d'avoir plusieurs scénarios qui tournent de façon illimitée. Donc normalement, si je peux même vous partager l'écran tout de suite pour vous montrer un petit peu ce qui est possible de faire via Make sur la partie payante. Je tiens à dire qu'on n'est pas sponsorisé par Make. Voilà, même si on en parle beaucoup, c'est plus que c'est un outil qu'on a testé et on a vu qu'il était efficace et surtout il est beaucoup moins technique et beaucoup moins compliqué, pour ma part en tout cas, que N8N et il fait le boulot très bien. Donc, la partie gratuite, on va avoir 2 scénarios actifs, comme je vous disais.
et on va être relativement limité sur les crédits. Donc, on va avoir 1000 crédits par mois. Et par exemple, ici, j'ai consommé 21% de mes crédits. J'ai jusqu'au 21 décembre. Normalement, ça devrait aller. Parce que j'utilise pas forcément tous les jours. Pour on va dire les tarifs, je vous parlais de 9 dollars par mois. Vous allez avoir 10 000 crédits par mois. Donc ça n'a rien à voir, c'est x 10 par rapport à ça. Vous allez avoir des scénarios qui sont illimités, qui vont tourner de façon illimitée, donc unlimited number of active users. Et si vous voulez aller encore plus sur la partie pro, la partie team, je vous avoue que je n'ai pas trop testé, mais je pense que c'est encore plus puissant. Ici, vous avez jusqu'à 120 000 crédits. Donc, c'est pas rien et on peut même aller sur la partie entreprise qui doit certainement coûter plus cher. Donc, oui, c'est limité, mais en fait, il faut aussi pouvoir choisir le bon, le bon tarif et le bon règlement qu'on souhaite avoir en fonction de nos besoins. Ouais, et puis d'ailleurs, on a toujours possibilité de tester plein de choses sur des scénarios qui fonctionnent déjà. Et du coup, on peut le transcrire assez facilement dans votre situation. Mm, Et du coup, ça vous coûte pas grand-chose au départ. Donc, en fonction, moi je pense, ce qu'on invite souvent les gens à faire, c'est on y va progressivement, on teste sur deux, trois scénarios spécifiques, sur des sources qu'on a déjà, qu'on connaît bien, du coup, sur lesquelles on va pouvoir vraiment comparer la pertinence des résultats. Et honnêtement, pour en faire beaucoup de veille avec différents outils, clairement, les outils d'automatisation aidés ensuite par des prompts IA, franchement, ça change la donne, quoi. Donc, on a vraiment énormément de choses intéressantes à exploiter. Alors, tout n'est pas toujours bon, hein, clairement. On connaît les travers, on connaît les biais d'IA. Donc, il faut savoir continuer de travailler avec. Mais en tout cas, vous avez des résultats, typiquement ici, vous avez des résultats opérationnels, fonctionnels, où l'IA a vraiment tout son avantage. On n'est pas sur on est vraiment sur du traitement LLM, on n'est pas sur de l'invention, des trucs, voilà. On peut d'ailleurs régler dans les connecteurs ce qu'on appelle la température, hein, c'est donc le taux d'hallucination des IA. Donc, souvent, moi, je les glisse à zéro, comme ça, je suis sûr que l'information qui en sort n'est que de l'information factuelle et qui est issue des sources qu'on lui donne. ouais. Alors, Daria, est-ce que vous avez testé la création des agents sur Dust pour la veille? Personnellement, j'ai pas encore testé. Je connais Dust, je sais que c'est un outil français qui crée des agents et qui est assez puissant. Je sais pas si toi, Emmanuel, tu as déjà testé, mais en tout cas, Non, je n'ai euh, pas testé. Daria, je te connais, on vient de faire un webinaire ensemble il y a peu. Donc, si jamais voilà, tu as des informations sur le fait que c'est puissant ou c'est équivalent, on va dire, à Make, bah, tu me diras avec grand plaisir. Ouais. Et du coup, il y avait donc une question sur permet donc de concaténer l'ensemble des scénarios si nécessaire et de le diffuser globalement. Oui, c'est exactement ça en fait. Après, voilà, une fois qu'on a mis en place les scénarios, qu'on a bien sélectionné nos sources, effectivement, c'est hyper puissant parce qu'en fait, voilà, là où on gagne du temps, c'est que ben, le filtrage est quand même vachement, enfin, de plus en plus pertinent et puis on le fait grâce à des IA. Pour faire des filtrages, pour avoir longtemps travaillé qu'avec des mots-clés, honnêtement, le prompt IA, c'est top, quoi. C'est top parce que c'est beaucoup plus ciblé et ça peut générer plein d'opportunités qu'on n'aurait pas systématiquement eu en travaillant qu'avec des mots-clés. Mm. Et puis aussi, on a la barrière de la langue. Euh, Souvent, un exemple, hein, on fait des stratégies de mots-clés, par exemple, en disant, bah, tiens, je cherche telle technologie ou telle réglementation, je vais faire une traduction littérale en anglais pour avoir un peu plus de champ de recherche. Et puis finalement, une fois que j'ai fini, si je le fais avec un moteur IA, bah lui, il va le faire dans n'importe quelle langue. Donc, il va nous sortir des choses qu'on n'aurait pas systématiquement, qu'on n'aurait pas systématiquement trouvé, parce qu'il aura, lui, il aura systématiquement fait ses traductions et dans le périmètre qu'on lui aura donné. Voilà. Donc ça, c'est quand même
hyper intéressant. Ouais, merci. N'hésitez pas, il nous reste encore 3 minutes. Si vous avez une dernière question, euh, sinon on pourra conclure. En tout cas, vous avez été très actifs sur le chat. Merci beaucoup. Ça montre que le sujet vous a interpellé et intéressé. Et on espère pouvoir continuer la discussion avec vous, que ce soit via nos emails, via notre newsletter, enfin ma newsletter et nos contacts. Merci beaucoup. Merci à tous. Au plaisir de pouvoir répondre à vos questions en dehors de ce webinaire. Ouais, n'hésitez pas à nous contacter directement si vous avez des questions. J'ai vu une toute petite question qui Ouais. passe là très vite. Que conseilleriez-vous pour une veille sur l'IA? Oh voilà, ça c'est Iman qui est la spécialiste. Bah, pour faire de la veille sur l'IA, il y a plusieurs newsletters qui existent, que ce soit des newsletters françaises, mais aussi américaines. Bon, voilà, je vais parler de ma newsletter Chronique de l'IA où je parle des tendances sur justement l'actualité liée à l'IA, les décryptages, les derniers outils qui sortent, etc. Je vais parler aussi de la newsletter de Daria Viktorova qui a fait un commentaire aussi qui s'appelle Daria Décrypte l'IA, qui est très bien et avec un angle aussi justement juridique. Je vais aussi recommander des newsletters américaines. Il y en a une qui s'appelle Superhuman AI. Et aussi, vous avez des podcasts sur l'IA qui existent, qui sont assez pertinents. Là, j'ai plus le nom, mais voilà. Pour moi, moi, je fais la veille de cette façon. Merci, Daria. Bah, avec grand plaisir pour la pub. Merci beaucoup. Encore une fois, Merci à toutes et à tous. merci à toutes et à tous. Merci, Emmanuel, encore une fois. C'était Merci Iman. C'est au super. plaisir. Au Et plaisir. au plaisir de vous retrouver plus tard. Oui. Ah, bon appétit à tous ceux qui n'ont pas encore déjeuné et à très bientôt. Allez, M- au revoir. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci, Au à très revoir. bientôt. Au revoir.